Une crise du logement prolongée en Chine ayant un effet d'entraînement sur le reste de l'économie. Il y a une route qui en dit long sur l'état de l'économie chinoise. Une autoroute de plusieurs milliards de yuan, un côté inachevé et abandonné, symbole d'un système qui bégaye. Je sais que la Chine traverse une période difficile actuellement et pourrait faire face à un ralentissement économique de longue durée. L'économie de la Chine est en difficulté parce que les citoyens chinois ne dépensent tout simplement pas en Chine. Les dépenses des ménages représentent moins de 40% du produit intérieur brut. Aux États-Unis, c'est 70%. Cette faible dépense rend la Chine dépendante du commerce, des dépenses gouvernementales et des investissements. Et ces trois éléments sont actuellement en danger. Le Parti communiste chinois est tellement désespéré qu'il subventionne des choses comme les micro-ondes et les lave-vaisselle juste pour inciter les gens à dépenser de l'argent. Mais ça ne marche pas. Et comme nous le verrons plus tard, ce problème de dépenses n'est que la pointe de l'iceberg. En dessous se cache une crise de la dette de 10 000 milliards, une bulle immobilière et un modèle économique construit sur un château de cartes. Ces problèmes pourraient déclencher un effondrement pour lequel le Parti communiste chinois n'est pas prêt. Et tout commence par des dépenses faibles. La grande raison de cela, c'est que les citoyens chinois croient plus à l'épargne qu'à la dépense. Pour chaque 100 yuan gagnés, ils en épargnent 32. Ceci est également appelé le taux d'épargne des ménages. Récemment, l'épargne totale des ménages en Chine a atteint un record de 140 trillions de yuan, soit environ 19 trillions de dollars américains. La Chine dans son ensemble a plus d'argent dans les comptes bancaires que ce que le pays entier gagne en un an. C'est l'opposé polaire de l'Amérique, où les gens croient en la dépense et puis dépensent encore plus. Le taux d'épargne des ménages américains fluctue mensuellement, avoisinant actuellement les 4%. Pour chaque 100 dollars gagnés, seulement 4 dollars sont épargnés. Et pendant des décennies, le modèle américain a plutôt bien fonctionné. Si tout le monde dépense plus, il y a plus de demandes et l'économie se développe. Ce marché de consommateurs solide est l'une des raisons pour lesquelles l'Amérique représente un tiers de la consommation mondiale, bien qu'elle ne compte que 4% de la population du globe. Mais la Chine n'arrive tout simplement pas à copier ce modèle. Une des raisons est historique. Récemment, la Chine a connu des famines, une pauvreté généralisée et un terrible abus de pouvoir gouvernemental. Tout cela grâce à ce gars, Mao Zedong. Ce type de souffrance a affecté la confiance des gens en l'avenir et leur épargne. Les gens se souviennent encore du temps où Mao Zedong prenait simplement les biens des gens comme si de rien n'était. Pendant son soi-disant grand bond en avant, jusqu'à 55 millions de personnes sont mortes de faim. Cela ne date que d'environ 65 ans. Les famines ne sont pas rares dans l'histoire de la Chine. Rien qu'au XXe siècle, il y en a eu 7. C'est pourquoi la culture chinoise dit que les gens devraient économiser leur argent, car cela peut vous aider à survivre à une telle crise. Une des citations de Confucius, figure clé de la culture chinoise, est que lorsque la prospérité arrive, n'en utilisez pas tout. La prospérité en Chine n'est apparue qu'il y a environ 30 ans, quand Deng Xiaoping a libéralisé l'économie. Actuellement, la majorité des Chinois perçoivent un salaire mensuel qu'ils sont supposés dépenser en biens et services. Mais compréhensiblement, il n'y a pas encore beaucoup de confiance dans le nouveau système. Et ils ont raison. Xi Jinping est déjà en train de défaire ce qui a aidé l'économie chinoise à croître, comme nous le verrons plus tard. L'armée de 50 centimes du Parti communiste chinois n'appréciera pas ce message, donc nous comptons sur vous pour nous aider à diffuser la vérité. Si vous pouvez prendre une seconde et appuyer sur le bouton j'aime, et s'abonner en bas, cela aide énormément notre travail. Cependant, ce n'est pas la seule raison d'épargner, en particulier pour les jeunes nés durant cette ère de prospérité. Il s'avère qu'ils dépensent peu, car en Chine, l'épargne est le meilleur moyen de progresser dans la société. Le statut social des gens dépend de ce qu'ils possèdent. Posséder une maison dans une grande ville comme Pékin, Shanghai ou Shenzhen est à peu près la plus grande réalisation financière dont vous pouvez rêver en Chine. Et si vous parvenez à acheter plusieurs propriétés, alors vous avez vraiment réussi. En Chine, posséder une maison est une norme culturelle avant de se marier, la location ne suffit pas. Le seul problème est que les propriétés dans les villes chinoises sont devenues ridiculement chères. À Shanghai, les prix des maisons sont 50 fois le revenu annuel moyen. À Shenzhen, Guangzhou et Pékin, c'est plus de 30 fois le revenu. Ah, c'est fou, non ? La plupart des Chinois ne peuvent pas se le permettre, car les mensualités seraient trop élevées. Ils choisissent donc d'économiser lentement de l'argent, un jour, pour pouvoir acheter, ce qui est l'une des raisons de ce taux d'épargne élevé même parmi les jeunes. En plus de ce problème de logement, il est nécessaire d'avoir un peu d'argent supplémentaire économisé sur un compte bancaire en Chine. Malgré le discours socialiste du Parti communiste chinois, les services sociaux en Chine, comme le système de retraite, laissent à désirer. Si vous êtes chanceux, vous bénéficiez du système de retraite urbain, avec un paiement de 460. C'est toujours en dessous du coût de la vie dans les villes, cependant.
Et les 2 tiers des personnes en Chine n'obtiennent même pas cela. Leur pension est inférieure à 25 $ par mois, donc ils reçoivent presque rien. En conséquence, de nombreux Chinois doivent épargner pour leur retraite par eux-mêmes, et ils commencent à le faire à un très jeune âge. Et les personnes qui vont prendre leur retraite dans 10 ans ou plus tard, eh bien, elles ont un problème encore plus grand. C'est parce que le système de retraite chinois va manquer d'argent d'ici 2035, en raison de la crise du vieillissement en Chine. Cela signifie plus d'impôts pour les travailleurs et moins de versements de pensions pour les retraités. Pour les personnes qui en sont conscientes, c'est une grande raison d'économiser plus d'argent par elles-mêmes. La crise du vieillissement a aussi un impact sur les familles. Beaucoup de parents chinois n'ayant qu'un enfant, ils doivent économiser davantage. En Chine, les enfants s'occupent fréquemment de leurs parents âgés. Mais avec un seul enfant, c'est une charge trop lourde. Ces économies couvrent non seulement la retraite, mais aussi les frais de santé. Officiellement, la Chine a un système de santé publique, avec 96% des personnes ayant une assurance nationale. Mais tout le monde est-il couvert? Non. Dans les grandes villes, les gens ont généralement accès à de bons hôpitaux publics. Mais dans les petites villités et les zones rurales, la santé publique est terrible. Cela oblige beaucoup de gens à se tourner vers les hôpitaux privés, où ils doivent payer de leur poche sans assurance publique. N'oubliez pas qu'environ 40% de la population chinoise vit dans des villages ruraux. C'est plus de 500 millions de personnes. Surtout dans les zones rurales et les petites villes, les Chinois évitent autant que possible les rendez-vous chez le médecin. Et même lorsque les gens ont accès aux hôpitaux publics, il y a toujours un problème. De nombreux hôpitaux ont une politique de paiement avant traitement, obligeant les gens à avoir de l'argent immédiatement disponible. Parfois, les demandes d'assurance sont rejetées, ce qui pose problème pour les personnes sans économie. Maintenant, ces problèmes de confiance dans l'économie, le logement cher et l'épargne pour la retraite et les soins de santé existent depuis très longtemps. Mais les développements récents ont aggravé le problème de l'épargne élevée et des dépenses faibles. Depuis 2022, la confiance des consommateurs en Chine est à des niveaux records. C'est parce que le marché du travail en Chine est en grande difficulté en ce moment, avec un taux de chômage des jeunes à 2 chiffres et un taux de chômage global qui augmente rapidement. Pendant ce temps, les prix de l'immobilier s'effondrent dans la crise du logement chinois. Les prix des maisons sont retombés au niveau de 2017, ce qui signifie que de nombreux propriétaires ont perdu une grande partie de leur richesse. En période de crise économique, les gens ont tendance à épargner davantage par crainte de l'incertitude sur leurs revenus futurs. Ce phénomène se reproduit dans d'autres pays lors de crise. En 2020 et début 2021, le taux d'épargne des ménages américains a explosé, atteignant un pic de 32% de leurs revenus. La différence est que la confiance aux États-Unis est maintenant revenue. Mais en Chine, la confiance des consommateurs est faible depuis 3 ans maintenant. Cela est lié à d'autres faiblesses de l'économie chinoise, comme l'immobilier, les entreprises d'État et la politique gouvernementale que nous verrons plus tard. Mais pour l'instant, revenons au problème d'épargne en Chine, car il vaut la peine de regarder autre chose qui distingue la Chine des autres pays. L'épargne en Chine fonctionne très différemment que dans les autres pays. Aux États-Unis, il est possible de vraiment gagner de l'argent en épargnant. Plus de 60% des Américains détiennent des actions, principalement via des comptes de retraite comme les 401k et les Individual Retirement Account, et avec le temps. Ces actions ont tendance à beaucoup augmenter. Mais en Chine, même des investisseurs légendaires comme Warren Buffett auraient du mal. L'indice composite SS, un mélange de certaines des plus grandes actions de Chine, n'a pas été un bon endroit pour investir. Il y a à peine eu de croissance à long terme, et il y a beaucoup de volatilité. En Chine, environ 220 millions de personnes, soit 16% de la population, investissent en actions. Le reste place leurs économies dans des dépôts bancaires, de l'or et de l'immobilier. Ces options sont plus sûres, mais elles ne se développent pas autant que le marché boursier aux États-Unis. Vous devez donc épargner davantage pour atteindre le même objectif. Pour mieux comprendre l'ampleur de cet effet, il vaut mieux regarder un exemple. Le citoyen chinois moyen dispose d'environ 41 000 yuans, ou 5 700 $ par an, en revenus disponibles. Ils économisent environ 32% de cela, soit environ 1800 yuan, ou 150 $ par mois. Disons qu'ils obtiennent environ 1,5% d'intérêt annuel sur leurs économies, ce qui correspond à peu près au taux actuel des banques chinoises. Avec 30 ans d'économie de 150 $ par mois, vous vous retrouvez avec moins de 70 000 $. Comparez cela aux États-Unis, où vous pouvez obtenir environ 10% par an avec des actions, plus ou moins. À ce rendement, 150 $ par mois sur 30 ans vous rapporteront près de 300 000 $. C'est le grand miracle de l'intérêt composé. Mais malheureusement, cela n'existe pas vraiment en Chine. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les Chinois épargnent 32% de leurs revenus, contre seulement 4% pour les Américains. Au final, le différent rendement des économies équilibre un peu les choses.
Maintenant, si nous creusons encore plus profondément, nous trouverons des problèmes encore plus choquants avec l'économie chinoise. La difficulté des gens à investir leurs économies et les problèmes de l'économie chinoise ont la même cause. Des économies élevées n'ont pas réellement à être un problème si l'investissement se passe bien. Lorsque les économies sont utilisées pour développer l'économie et créer de la richesse à long terme, c'est en fait une chose positive. Mais en Chine, les marchés de capitaux sont en panne. L'investissement annuel en Chine suit les directives de l'État. Xi Jinping fixe un objectif de croissance de 5% pour 2025 comme les années précédentes. Le Parti communiste chinois détermine les secteurs stratégiques prioritaires, comme les véhicules électriques et les semi-conducteurs, et oriente les investissements. Les 4 plus grandes banques chinoises, majoritairement détenues par l'État, sont aussi les plus grandes au monde. La 6,3 trillions d'actifs, la 5,6 trillions, la 5,4 trillions et la 4,6 trillions. Ils font de JP Morgan Chase avec 4 trillions un petit joueur. Aujourd'hui, les banques chinoises possèdent des milliers d'agences à travers le pays, recevant la majorité de l'épargne des ménages. Le problème est que ces banques écoutent ce que le Parti communiste chinois veut. Quand le Parti communiste chinois veut plus d'immobilier, ils accordent des prêts bon marché aux promoteurs immobiliers. Quand ils veulent de plus d'usines, ils accordent des prêts bon marché aux fabricants. Et quand ils veulent plus d'infrastructures, ils accordent des prêts bon marché aux développeurs d'infrastructures. En retour, beaucoup de ces entreprises qui prennent les prêts sont détenues par l'État. Un quart de l'économie chinoise est toujours contrôlé par des entreprises d'État. Ils investissent dans de grands projets. Non pas parce qu'ils sont financièrement excellents, mais parce qu'ils font augmenter les chiffres du produit intérieur brut à court terme. Même les entreprises privées doivent prendre en compte la politique du Parti communiste chinois, car des conseils du Parti communiste chinois dans leur structure peuvent annuler leurs décisions. Mais il s'avère que le Parti communiste chinois a commis toutes sortes d'erreurs lorsqu'ils essaient de contrôler l'économie et les investissements. Au fil des années, il y a eu toutes sortes d'investissements inefficaces qui ne servent vraiment rien. Le marché immobilier chinois est de loin le plus grand exemple de cela. Il est évalué à environ 130 billions de dollars et est l'un des plus grands contributeurs à la croissance économique en Chine. Au sommet, l'immobilier constituait près de 20% du produit intérieur brut chinois. Cela ne s'est pas produit par accident. Les gouvernements locaux ont poussé pour de nouveaux projets immobiliers afin d'augmenter leur chiffre du produit intérieur brut. Ils ont permis aux promoteurs immobiliers de s'endetter massivement pour acheter des terrains. Les promoteurs ont été autorisés à vendre des maisons avant leur construction. Mais construire des maisons juste pour faire augmenter les chiffres du produit intérieur brut est voué à l'échec. La Chine a construit des maisons en excès par millions. Selon les estimations les plus extrêmes, la Chine a construit assez de maisons pour loger 3 milliards de personnes. Officiellement, la population de la Chine est de 1,4 milliard, soit moins de la moitié de ce montant. Ce chiffre de population de 1,4 milliard est probablement gonflé par le Parti communiste chinois, donc la bulle immobilière réelle est encore plus importante. En 2021, les premiers signes de problème sont apparus lorsque le promoteur immobilier Evergrande a fait défaut sur sa dette, marquant le début des difficultés. La crise s'est vite étendue à d'autres promoteurs comme Country Garden, la confiance s'étant rapidement évaporée. Le problème était si grand qu'il menaçait de faire tomber les banques qui accordèrent des prêts à ces promoteurs, ce qui mettrait la Chine dans une horrible crise économique. Pour résoudre le problème, le Parti communiste chinois a renfloué les projets immobiliers et dépense désormais 280 milliards par an pour acheter les biens immobiliers excédentaires. Ainsi, l'énorme bulle immobilière pourrait causer une dette gouvernementale de plusieurs billions de dollars. La personne moyenne en Chine pourrait ne pas le remarquer immédiatement, mais c'est insoutenable, tout comme pour les routes et les chemins de fer. Au cours des 15 dernières années, la Chine a construit environ 75 000 miles, soit environ 120 000 km d'autoroutes. Cela représente près de la moitié du réseau autoroutier nord-américain. Ils ont aussi bâti près de 400 000 ponts durant cette époque. Et depuis 2010, la Chine a ajouté 40 000 miles ou 70 000 km de voies ferrées. Ces projets d'infrastructure coûtent des centaines de milliards de dollars, et ils sont l'une des plus grandes dépenses du gouvernement chinois. C'est génial, n'est-ce pas? Ils aident leur peuple et investissent dans l'avenir du pays. Cet argument ne considère pas l'autre aspect de la question. Construire des infrastructures n'est intelligent que lorsque c'est réellement utile. Si vous construisez juste pour le plaisir, ça ne fonctionnera pas. De nombreuses gares flambant neuves en Chine ferment, parce que peu de gens les utilisent et qu'elles fonctionnent à perte énorme. Ces projets ont coûté beaucoup d'argent, mais ils ne rapportent rien.
Le Parti communiste chinois a tenté de créer une illusion de prospérité et de croissance, avec son expansion massive de l'infrastructure, mais a complètement ignoré le fonctionnement réel de l'économie. L'immobilier et l'infrastructure ne sont pas les seuls secteurs où le Parti communiste chinois a fait des erreurs d'investissement. C'est également vrai pour la fabrication, un autre pilier de l'économie chinoise. Le Parti communiste chinois investit massivement dans les usines via ses banques et entreprises d'État, en utilisant des subventions gouvernementales et des prêts avantageux. Les fabricants profitent de nombreux avantages fiscaux. Cette politique ne vise pas le marché intérieur, mais plutôt les exportations. Le Parti communiste chinois agit délibérément pour contrôler la production d'autres pays et obtenir un immense excédent commercial. La Chine exporte beaucoup plus qu'elle n'importe, ce qui est l'un des moteurs de sa croissance économique. L'acier est l'un des plus grands exemples de cela. Depuis des années, la Chine accorde des prix bon marché à ses fabricants d'acier et les pousse à étendre massivement leurs aciéries. La Chine produit désormais plus de 50% de l'acier mondial. Mais les autres pays n'apprécient pas vraiment cela. Et c'est là que les problèmes commencent à émerger pour le Parti communiste chinois. C'est parce que l'économie d'exportation de la Chine pourrait passer d'un atout à une responsabilité si les exportations stagnent ou diminuent. En 2024, la Chine a exporté 3,6 trillions de biens, ce qui équivaut à environ 20% du produit intérieur brut. Des dizaines, sinon des centaines de millions d'emplois chinois n'existeraient pas sans cela. 16 millions d'emplois chinois dépendent directement uniquement des exportations américaines. Sans l'investissement agressif du Parti communiste chinois dans une économie d'exportation, l'économie chinoise serait plus équilibrée, avec une plus grande consommation intérieure. Mais aujourd'hui, ils fabriquent des choses que les acheteurs domestiques n'achèteraient jamais. Le textile illustre bien cela, la Chine produisant environ 20 milliards de vêtements par an. Les consommateurs chinois ne pourraient jamais consommer tout cela. Il y a un problème similaire avec les appareils ménagers, dont la Chine a exporté 4 milliards 500 millions d'unités l'année dernière. À moins que les ménages chinois n'achètent un nouveau réfrigérateur et une nouvelle machine à laver chaque année, ils ne pourraient jamais acheter autant. Et avec l'électronique, il y a une dépendance à l'exportation similaire. En 2024, la Chine a produit 1,7 milliard de téléphones, dont plus de 800 millions ont été exportés. Elle a aussi fabriqué 340 millions d'ordinateurs portables, dont 143 millions ont été exportés. Sur les 4,5 milliards de puces produites, 3 milliards ont été vendus à l'étranger. La Chine est devenue le plus grand fabricant mondial de panneaux solaires, produisant presque le double de ses besoins domestiques. Maintenant, tout cela est formidable si ces exportations continuent, mais d'autres pays comme l'Inde et le Vietnam vont essayer de prendre leur part de la production. Et les pays auxquels la Chine exporte n'aiment pas leur dépendance à ce pays communiste autoritaire. Quand les exportations baissent, comme c'est le cas actuellement, les entreprises et les travailleurs chinois sont en difficulté, car leur économie a été conçue autour des exportations. Il va être très difficile de remplacer cela par la consommation intérieure, car ils n'en ont pas beaucoup. Avant d'examiner les problèmes économiques actuels, dus aux faibles dépenses et investissements, il est utile de considérer le problème de la dette chinoise. Comme mentionné précédemment, la majorité de l'épargne des ménages chinois a été prêtée par les banques. Ils sont principalement allés à ces projets immobiliers, d'infrastructures et de fabrication. Mais le problème est que ces projets échouent, et que la dette pourrait ne jamais être remboursée. Maintenant, la dette en Chine est compliquée. Dans l'ensemble, la Chine a certains des niveaux d'endettement les plus élevés au monde. La dette totale non financière en Chine, principalement celle des ménages, entreprises et gouvernements, s'élève à 312% du produit intérieur brut. Une grande partie de cela est due au gouvernement. La dette nationale représentait 88% du produit intérieur brut en 2024 et elle augmente très rapidement. Elle atteindra 100% du produit intérieur brut d'ici 2026 en raison des déficits gouvernementaux astronomiques. Cela est lié à la crise économique générale que nous évoquerons ultérieurement. Mais ces chiffres ne donnent pas une image complète de la dette gouvernementale, car en réalité, elle est beaucoup plus grande. Pendant des années, les gouvernements locaux ont compté sur les véhicules financiers des gouvernements locaux, pour atteindre leurs objectifs de croissance. Avant 2014, ils n'étaient pas autorisés à émettre eux-mêmes de la dette. Mais le gouvernement central à Pékin ne leur a pas non plus donné assez d'argent pour atteindre les objectifs de croissance. Depuis 1994, toutes les recettes fiscales vont au gouvernement central et les gouvernements locaux ont des déficits budgétaires chroniques. Les gouvernements locaux ont donc fait appel à des entreprises d'État douteuses pour gérer des projets à leur place. Ces entreprises ont emprunté de l'argent aux banques et aux ménages pour entreprendre des projets immobiliers et d'infrastructures avec le soutien des gouvernements locaux. Les LGFV étaient de grands acheteurs de terrain, et les ventes de terrain
constitué une source majeure de revenus pour les autorités locales et les officiels corrompus du Parti communiste chinois. Cependant, les LGFV posaient un problème majeur, leur dette devenant incontrôlable. C'est pourquoi le Parti communiste chinois a réformé le système budgétaire en 2014 et a permis au gouvernement d'emprunter de l'argent par eux-mêmes. Les LGFV sont désormais très surveillés, mais il est déjà trop tard. Ensemble, les LGFV ont jusqu'à 10 billions de dettes, plus de la moitié du produit intérieur brut de la Chine. Si vous ajoutez l'État central et le secteur privé à cela, vous obtiendrez l'un des pires effets de levier d'entreprise au monde. Les entreprises détiennent environ 160% du produit intérieur brut, soit près de 30 billions de dollars de dettes, doublant celle des États-Unis en termes relatifs. Pendant la coronavirus disease, cela a failli mal tourner, car de nombreuses entreprises étaient sur le point de s'effondrer. C'est parce que leur projet n'était pas financièrement viable. Les 90% inférieurs des entreprises d'État sont dans une mauvaise situation, car elles détiennent 45% de la dette totale des entreprises en Chine, mais non que 15% des bénéfices. Il s'agit surtout des entreprises locales mentionnées précédemment dans l'industrie, la construction ou l'immobilier. Dans le secteur privé, il y a aussi des problèmes maintenant, car les gouvernements locaux leur ont également permis d'obtenir beaucoup de leviers irresponsables. Mais lorsque l'économie a souffert pendant le coronavirus disease, ces entreprises n'avaient soudainement plus les revenus pour rembourser leurs dettes. Et depuis, pendant le ralentissement économique de la Chine, ces entreprises ont eu du mal. Le Parti communiste chinois repousse le problème en ordonnant aux banques d'État d'accorder des prêts à faible taux à ces banques. Mais à long terme, cela ne fonctionnerait pas. L'investissement chinois devait stimuler la création de richesses. Mais cela n'arrive définitivement pas. Avec des investissements stagnants et des dépenses très basses, la Chine est en position de faiblesse. Elle a des ingrédients parfaits pour une soi-disant spirale de déflation de la dette. Lorsque les gens dépensent peu, il y a un risque de déflation, obligeant les entreprises à baisser leurs prix en raison d'une demande insuffisante. Cela ne semble pas si terrible, car des prix plus bas semblent excellents pour les consommateurs. Mais en combinaison avec une dette élevée, cela peut être mortel. La déflation réduit les revenus des entreprises, ce qui pose problème à celles qui sont endettées. Leurs revenus insuffisants les empêchent de rembourser leurs dettes. Les défauts de paiement des entreprises nuisent aux employés. Cela pourrait aussi signifier que les banques ne récupèrent pas leur argent, que les gens perdent donc leurs économies, nuisant davantage aux dépenses et à l'économie. En retour, la dette s'aggrave, à mesure que les revenus des entreprises se détériorent, entraînant l'économie dans un cercle vicieux de déflation et de problèmes d'endettement. Ce type de problème n'est pas que théorique. Il s'est produit maintes fois dans l'histoire. Pendant la Grande Dépression de 1929 à 1933, l'Occident a connu un problème de déflation de la dette. Récemment, cela s'est produit en Grèce et au Japon, ce dernier étant le pire exemple de ce à quoi l'avenir de la Chine pourrait ressembler. Une crise de déflation de la dette pourrait marquer le début de la fin pour la Chine. Le revers pour la Chine est sa proximité d'une spirale de déflation de la dette. Depuis 2023, les prix à la consommation ont stagné. Dans le secteur manufacturier, les prix baissent déjà à cause de la faiblesse des exportations. Mais le gouvernement chinois tente d'éviter à tout prix cette spirale de déflation de la dette, car une crise économique sévère minerait le pouvoir du Parti communiste chinois. C'est pourquoi ils ont beaucoup baissé les taux d'intérêt pour stimuler l'économie. Des taux d'intérêt bas signifient qu'il est plus facile d'emprunter de l'argent et de dépenser. De plus, cela aide les entreprises et les gouvernements endettés, car la dette devient moins coûteuse. Mais les taux d'intérêt ne sont pas le seul outil que le Parti communiste chinois utilise. Plus important encore, ils ont imprimé beaucoup d'argent. Le gouvernement chinois affiche des déficits d'environ 8 à 9% du produit intérieur brut, et il ajoute des centaines de milliards de dollars de dettes gouvernementales chaque année. Ce soutien gouvernemental est la principale raison pour laquelle la Chine n'est pas encore entrée dans une spirale de déflation de la dette. Sans cela, la Chine serait déjà en crise, à cause de faibles dépenses et d'un mauvais investissement. Malgré la situation similaire des États-Unis actuellement en termes de déficits gouvernementaux, ce n'est pas une gestion économique saine. Pour une croissance économique durable et une gestion de la dette plus aisée, les dépenses des consommateurs chinois doivent augmenter. Une consommation accrue rend la croissance indépendante des investissements planifiés par l'État. Cela signifie aussi que les entreprises ayont plus de revenus, ce qui stimule la croissance économique au final. Mais il est très difficile de résoudre le problème des dépenses. Tout d'abord, pas assez d'argent en Chine va réellement aux ménages. Dans une économie communiste, on pourrait croire que les gens recevraient une part égale du produit intérieur brut, mais ce n'est pas le cas. La Chine est presque aussi inégale que les États-Unis en termes de revenus et de richesse. Marx n'approuverait pas. La seule différence est qu'en Chine, seulement 60% du produit intérieur brut va aux revenus disponibles des ménages, alors que c'est 77% aux États-Unis. La raison est que l'État contrôle l'économie par le biais des entreprises d'État, et elle gagne beaucoup d'argent qui ne va pas aux familles ordinaires. Au lieu de cela,
il est économisé pour les objectifs d'investissement mentionnés précédemment. En Chine, le produit intérieur brut par habitant officiel avoisine les 12 600 $. C'est probablement un chiffre gonflé d'ailleurs, car ces données proviennent du Parti communiste chinois, mais c'est toujours bien plus élevé que le revenu disponible moyen qui est seulement de 5 700 par an. Et le revenu disponible médian est encore plus bas que cela. C'est essentiellement le niveau où la moitié de la population gagne plus et l'autre moitié gagne moins. En Chine, il n'est que de 35 000 yuans, soit environ 4 800 par an. Les Chinois n'épargnent pas seulement par goût, mais aussi parce que leurs revenus ne leur permettent pas de dépenser beaucoup. Et c'est en fait la faute du Parti communiste chinois, en se concentrant fortement sur l'investissement via les banques et les entreprises d'État. Ils ont négligé les salaires des citoyens ordinaires. Ils ont favorisé une main-d'œuvre peu coûteuse pour l'exportation au détriment des salaires de la population. L'intervention de l'État dans l'économie a permis aux entreprises de grandir et de devenir plus puissantes, faisant du Parti communiste chinois ce contre quoi ils voulaient lutter. Ils dirigent maintenant un pays avec autant d'inégalités que les soi-disant méchants capitalistes. Ironiquement, l'économie chinoise est désormais plus dominée par le capital que les économies capitalistes modernes. Pour le Parti communiste chinois, la solution est simple. L'État devrait renoncer à son contrôle en supprimant les entreprises d'État qui absorbent les investissements et en cédant ses parts dans les grandes banques. Il devrait cesser d'avoir ses objectifs de produit intérieur brut planifiés centralement et ses stratégies d'investissement inefficaces. Sans les entreprises d'État, l'économie deviendrait beaucoup plus efficace. De plus, ce problème de faible consommation dont nous avons parlé ne serait pas un problème. Si les gens épargnaient, les banques financeraient des entreprises fonctionnelles et créatrices de richesses. Les gens pourraient investir dans des entreprises en achetant des actions pour obtenir des rendements plus élevés sur leurs économies. De plus, une économie de marché libre conduirait à une tonne de croissance, non seulement sur papier, mais aussi pour les ménages ordinaires. Les salaires rattraperaient enfin, permettant aux gens de dépenser davantage. Donc, moins d'intervention de l'État est vraiment le seul remède aux problèmes chroniques de la Chine, avec les dépenses faibles et ses problèmes économiques en général. Mais le Parti communiste chinois ne choisirait jamais cette solution, même dans 1 million d'années. Le parti apprécie son contrôle sur l'économie car il assure son pouvoir. Il ne souhaite pas que les entreprises privées et les citoyens moyens s'enrichissent trop, afin de les empêcher d'influencer la politique. Mais afin de manipuler ces citoyens, le Parti communiste chinois veut toujours que les chiffres augmentent. Ainsi, le Parti communiste chinois continuera simplement à imprimer plus de dettes et à développer ses entreprises d'État jusqu'à ce que son grand projet économique échoue inévitablement. Merci d'avoir regardé. YouTube se développe si rapidement qu'il vient de dépasser Netflix pour devenir l'application la plus populaire à la télévision. C'est juste à la télévision d'ailleurs. Si vous combinez la télévision, les téléphones, les ordinateurs, les tablettes, les gens passent un temps fou à regarder YouTube. C'est exactement pourquoi YouTube paye les créateurs 45 000 $ par minute. C'est 64 millions de dollars chaque jour. Alors, si vous avez déjà pensé à créer une chaîne YouTube pour vous-même, c'est le moment parfait. Et si vous cherchez à apprendre comment les gens se développent sur YouTube en 2025, comme ce gars qui a obtenu des millions de vues en seulement quelques mois après avoir commencé une chaîne, alors j'ai une solution pour vous. Ce week-end, j'organise un bootcamp gratuit pour les débutants où je partagerai nos conseils et répondrai à vos questions sur la croissance sur YouTube. Si vous